Aujourd'hui, je vais faire un bilan de mes lectures d'avril. On va parler de 4 romans et on va flirter avec quelques adaptations en série télé. Les Danseurs de l'Aube est un livre que je suis ravie de vous présenter parce que le livre de Marie Charelle, je trouve, est passé un petit peu inaperçu. Je l'ai rapidement vu passer sur Instagram et jamais sur Booktube, donc j'avais vraiment envie de vous en parler. L'histoire, c'est vraiment une histoire que j'ai trouvée très originale. Il s'agit d'un crossover sur 2 périodes, donc ça on est d'accord, c'est pas très original, mais avec pour thématique centrale la violence faite aux hommes et aux femmes en général par le prisme de la danse et du flamenco. Alors, l'histoire est donc en alternance. Il y a une partie qui se situe dans les années 30. Donc, on suit un couple, j'allais dire un couple de jumeaux, c'est-à-dire un homme et une femme jumeaux qui ont l'amour de la danse chevillé au corps et qui dansent notamment du flamenco. Et on va suivre leur aventure jusqu'à l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale et de ce qui en est suivi pour leur destin de danseurs. Et puis, pour l'autre histoire, on va se situer en 2017, donc nous sommes dans une période totalement contemporaine, et on suit l'histoire d'un couple improbable qui se rend compte par hasard, un jeune homme qui adore danser et une jeune femme d'origine tzigane. Et ce livre nous permet de suivre le destin de ces 2 couples improbables. Oui, on peut les appeler des couples parce qu'aucun des 2 ne sont des couples amoureux ou sexuels comme on peut l'imaginer. D'un côté des jumeaux et de l'autre 2 âmes qui se rencontrent et qui s'aiment d'une façon absolument étonnante et incroyable. Ce que j'ai aimé dans ce croisement spatio-temporel, c'est que les 4 personnages sont rejoints à travers une sorte de personnage fictif de danseurs que sont Imperio et Dolores. Alors, qui sont Imperio et Dolores? Ce sont des personnages créés pour être des danseurs, créés dans les années 30 et recréés de nouveau en 2017 par les personnages plus contemporains. Et vous avez ce chemin de danse, ce chemin de vie à travers ces personnages fictifs. Pour ce qui est de l'histoire dans les années 30, il faut savoir que c'est basé sur des faits réels. Sylvain et Maria Rubinstein ont vraiment existé. Sylvain Rubinstein est mort récemment, il est mort en 2011, quand malheureusement à sa sœur, elle est morte dans les camps de Treblinka. Donc vous voyez que c'est très intéressant d'avoir choisi de situer ce couple de danseurs à cette époque, puisqu'on va voir à quel moment est-ce que le couple de danseurs n'est plus et qu'il devient un danseur seul. Et qu'est-ce qui se passe quand on devient un danseur seul? Et puis le couple d'en face, le couple de 2017, lui, c'est quelque chose de totalement fictif, et c'est la rencontre entre un homme qui a du mal à se situer dans son genre, qui se sent sans doute plus proche des femmes, qui a envie de se travestir, qui est à mi-chemin entre plein de choses, et qui est donc rejeté par la société du fait de cette ambiguïté sexuelle. Et puis vous avez la rencontre avec cette femme qui est d'origine tzigane, et donc qui subit au quotidien le racisme envers cette population. Ce qui les lie tous, en fait, c'est l'histoire de la violence des hommes. Donc, dans les années 30 et suivantes, c'est la montée du nazisme, c'est le racisme, et puis c'est le regard porté sur des gens qui dansent, sur un homme qui danse. Et en 2017, même problème, ambiguïté sexuelle, je ne rentre pas dans la norme, ou le racisme pur et simple sur le personnage féminin. Et comment est-ce qu'on vit ? Comment est-ce qu'on subit? Comment est-ce qu'on supporte? Comment est-ce qu'on survit à toute cette violence? C'est la question que pose ce livre, et elle le pose magnifiquement puisqu'elle le pose à travers des personnages qui ne vivent que pour la beauté de la danse, la beauté du geste, la beauté de la posture, à travers le flamenco, une danse qui est extrêmement charnelle. Donc vous avez une posture de tout ce qui est très beau, alors, en opposé bien sûr à tout ce qui est très laid, la violence, le racisme, le rejet pour différences sexuelles, etc. Alors, la langue de l'autrice est très belle, elle est très colorée, très simple, assez facile à lire. Le roman est court, il doit faire 250-300 pages maximum, il se lit très bien. L'alternance des passages dans l'histoire permet une lecture fluide, on ne s'ennuie jamais en fait. Après,
je pense qu'à la lecture, on a tous une période préférée. Moi, j'ai adoré la période de 2017 parce que c'est ma sensibilité, parce que j'ai adoré cette rencontre entre ces deux êtres qui n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais que la violence sociale va rendre quasiment à ne faire plus qu'un. Ils font corps ensemble. Je sais que ma collègue qui l'a lu, elle, a préféré l'histoire qui se passe dans les années 30, parce qu'elle a adoré voir la montée du nazisme, etc., et qui est une période aussi très intéressante. Donc, je pense que tout le monde peut y trouver son compte, et ça fait une des saveurs, une des richesses du livre. Enfin, le flamenco, on va en parler un tout petit peu. C'est la première fois que je lis un livre qui est basé sur le flamenco. Sur la danse, ça m'est déjà arrivé. Le flamenco, non. C'est une danse très particulière, très charnelle, très physique. Et j'ai trouvé que Marie Charelle arrivait à rendre ça de façon très présente, très forte. J'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai trouvé que c'était vraiment rendre hommage à une danse, à un milieu, à des époques. J'ai trouvé ça très touchant. Et puis moi, j'ai déjà vu à quel point le flamenco pouvait fasciner. Il y a quelques années, avant que Voldemort Covid nous tombe dessus, on est parti en Espagne et ma fille voulait absolument voir du flamenco. Donc, un soir, on a été voir un spectacle de flamenco. Et j'avais le regard qui s'alternait entre le visage de la danseuse, qui était tellement expressif, quasiment torturée par les moments où elle dansait, et puis je regardais ma fille qui ouvrait des yeux grands comme ça et qui était absolument subjuguée. Oui, le flamenco, c'est vraiment une danse à part, c'est quelque chose de très intense, et c'était bien d'en parler dans un livre. Alors pour conclure, je dirais que c'est un roman qui est plein de grâce et de ferveur, et ça annihile toute la violence, qui est extrêmement présente. Attention, il y a des passages extrêmement violents, mais ce qu'on retient, c'est la beauté. Je trouve que c'est un livre qui pourrait être étudié au collège, ou peut-être pas au collège, mais au moins au lycée, pour aborder les sujets de la différence sociale, de la différence sexuelle, du racisme, de la montée, en l'occurrence c'est du nazisme, mais ça peut arriver dans tous les pays, à toutes les époques, cette espèce de montée de nationalisme. Donc j'ai trouvé ça assez bien, et voilà. J'avais envie de vous le partager, et je vous conseille vivement cette lecture. Sophie Hénaf est quelqu'un que je connais, que j'aime particulièrement, que j'ai rencontré plusieurs fois, notamment pour ses romans précédents, la série des Poulets grillés. Et là, elle en a sorti un nouveau qui s'appelle Voix d'extinction, et je vais vous en parler. Alors, nous sommes en 2031, donc à la fois, on est dans le futur, donc c'est une projection, et en même temps, c'est dans 10 ans, donc c'est quasiment demain. Et on est arrivé à une situation où les animaux ne sont plus en voie d'extinction, mais éteints. Voilà. Donc on en arrive à ne plus avoir de girafes, de lions, ne plus avoir tout un tas d'animaux qui nous sont chers. Et elle imagine que déesse, car oui, ce n'est pas Dieu, mais déesse qui organise le monde, découvre ça. Et découvre ça pourquoi? C'est parce que Noé était parti faire une partie de pétanque qui a duré 70 ans. Et pendant cette partie de pétanque, il a oublié de regarder ce que faisaient les humains sur Terre, et les humains en ont profité pour faire décliner la moitié des espèces animales. Donc elle est furieuse, et elle décide d'envoyer des animaux déguisés en hommes pour essayer de les convaincre, de trouver des solutions, pour essayer de convaincre les humains de trouver des solutions pour sauver les animaux qui restent. Et elle envoie un gorille, une truie, un chien et une chatte. Donc 2 animaux familiers, un animal élevé pour être abattu et mangé, et un animal sauvage, le gorille. Alors évidemment, vous vous en doutez, c'est un roman qui est très drôle, parce que cette mise en scène, elle est faite pour être drôle. Vous avez des situations qui sont cocasses, qui sont... on imagine bien que lorsqu'on a affaire à un gorille, fût-il déguisé en humain, ça reste un gorille. Voilà, donc ça fait tout de suite un petit peu impressionnant. C'est pareil, vous avez des scènes hyper drôles avec le comportement du chien. Un chien, c'est très bête, hein, c'est très basique. Hein. Oh, il y a une piscine, tiens, si j'allais sauter dedans. Non, mais en fait, voilà, quand on est un humain, on fait pas ça. Donc vous avez plein de situations comme ça qui sont hyper drôles. Mais derrière ce propos extrêmement léger et l'écriture très, très fun de Sophie, elle avait envie de nous parler de choses très sérieuses. Alors, Sophie nous parle de l'industrialisation, de la violence faite aux animaux, des animaux élevés en batterie, de la façon qu'on a de mépriser la vie,
quelle qu'elle soit, et elle nous en parle très bien, parce que parfois, l'humour, comme on l'a vu depuis des générations, on le voyait dans les fables de La Fontaine ou autres, l'humour, cette apparence donnée aux animaux, la parole donnée aux animaux, on l'avait vu dans La ferme des animaux d'Orwell, ça permet de dire plein de choses et de faire plein de choses. Et sous couvert de blagounette, elle dénonce quand même un système extrêmement pervers qui entraîne non seulement la violence et la douleur des animaux, mais qui est juste en train de détruire notre planète. D'ailleurs, elle le dit à un moment dans son roman, alors je ne sais plus si c'est au début ou au cours du roman, bon, à un moment, c'est sûr, elle parle, ah, c'est au début et à la fin, au début du roman, elle dit que quand elle commence son roman, il y a eu le dernier, oh zut, le dernier rhinocéros blanc, ou la dernière, bon, un animal qui était décédé, et c'était le dernier, il a été tué, et à la fin du roman, elle dit, je termine mon roman, et il y a une nouvelle espèce qui vient de s'éteindre. C'est-à-dire que sur l'écriture d'un roman, il y a 2 espèces qui se sont éteintes. Après, elle aborde plein d'autres sujets, l'amour, il y a plein de belles idées, il y a beaucoup de féminisme, hein, je parlais de déesse tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui, pourquoi ? Parce que j'ai reçu Sophie et Naf à la maison, on a fait un entretien toutes les deux, et on va monter la vidéo avec mon Jules, et on vous la proposera prochainement. Donc vous aurez l'occasion de nouveau d'entendre parler de ce roman, donc c'est pas la peine que j'en fasse trop. En attendant, vous pouvez le lire, vous passerez un bon moment. Alors, sauf si vous étiez en hibernation en 2020, normalement, vous n'avez pas pu échapper au phénomène du jeu de la dame, cette série télé produite par Netflix qui a fait un carton. Et pour cause, c'était extrêmement justifié, c'était une super série que j'ai analysée dans une précédente vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos avec le timecode pour que vous voyez mon avis. Spoiler alerte, j'ai adoré. C'était vraiment génial. Et j'ai tellement aimé que j'ai eu envie de le lire, le livre, et ça tombe bien, Gallmeister l'a ressorti. C'est un livre de Walter Tevis, et même si je connaissais toute l'histoire, puisque j'avais vu la série télé, j'avais vraiment envie de lire le livre. Alors d'abord, j'étais ravie de retrouver Beth Harmon. Le personnage principal est juste génial. C'est un bonheur de la suivre. Et même si ça se passe dans l'univers des échecs, que vous sachiez jouer ou non, en fait, on s'en fiche. Parce que dans la série, comme dans le livre, on vous embarque dans un univers, vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Par moments, on vous détaille les déplacements des pièces. Vous savez pas ce que ça veut dire, aucune importance. Vous êtes attaché au personnage, au parti, à l'aventure. Ça se lit tout seul. C'est vraiment un grand bonheur de lecture. Alors il y a d'abord le personnage de Bess qui est donc très attachante. C'est une guerrière, c'est une warrior. Elle démarre très mal dans la vie. Elle est orpheline. Elle subit pas mal de choses. Elle est en partie droguée dans l'orphelinat où elle est. Elle aura beaucoup d'angoisse dans sa vie, elle tombera dans l'alcoolisme. Et malgré tout ça, c'est une battante. Elle a envie de gagner, elle a envie de se surpasser en permanence. Elle est prête à tout pour ça. Elle se donne les moyens, elle travaille comme une dingue. Et c'est un personnage qui est fascinant, qui est pas juste attachant parce qu'elle est gentille ou je ne sais quoi. Elle est fascinante. Elle est fascinante parce qu'elle est complète. Elle est en même temps hyper gentille, hyper attachante, et en même temps, c'est une guerrière. Donc, elle est complète et complexe, et je trouve que c'est vraiment un personnage d'une force incroyable, et je suis ravie qu'un écrivain ait pu l'inventer et nous la proposer, parce que, ouais, c'est une warrior, c'est une badass. D'ailleurs, une des caractéristiques principales dans le jeu de Beth Harmon, c'est qu'elle attaque. C'est très bien décrit dans le roman, elle attaque tout le temps. Sur toutes les parties, elle a du mal à jouer en défense. Ce qu'elle aime même, c'est y aller. Et quand sur certaines parties, elle est un peu acculée et qu'elle se trouve face à quelqu'un qui va attaquer aussi, elle va toujours chercher des stratégies, non pas pour défendre, mais toujours pour attaquer. Ça la rend hyper intelligente, hyper puissante intellectuellement, et ça rend les parties d'une richesse. Et quand elle perd, les rares fois où elle perd, on est en empathie avec elle, c'est fou, on ne peut pas s'imaginer à quel point quelques mots peuvent vous rendre un personnage qui vous parle, qui vous correspond, qu'on a envie de prendre dans les bras, et vous savez que vous allez le porter, que vous allez le garder avec vous. Beth Harmon, je vais la garder un moment avec moi.
Alors, l'histoire se situe dans les années 60, alors autant vous dire que les années 60, l'univers des échecs, bonjour le machisme. On est quand même sur un haut niveau de supériorité de l'homme qui voit débouler une minette qui a 16-18 ans et qui va jouer aux échecs et leur mettre la pâtée. Et ça, c'est jubilatoire parce que ça remet les pendules à l'heure, ça rappelle que la suprématie de l'homme, elle est nulle part, pas plus dans les échecs qu'ailleurs. J'ai adoré lire ça. Et ça rappelle d'ailleurs Judith Polgar, une joueuse, alors j'ai oublié son origine, d'Europe centrale, qui, à la fin des années 90 jusqu'aux années 2010, a trusté toutes les plus grandes parties d'échecs mondiales. Elle battait tous les hommes. Elle a subjugué tout le monde par son talent, par son jeu. Donc oui, les échecs, c'est pas qu'un jeu d'hommes, et pas seulement dans la fiction, mais dans la réalité aussi. Donc en gros, et pour faire simple, c'est un roman que j'ai adoré. Et le fait que j'ai vu la série n'a rien changé. L'histoire est la même, à quelques variations près, parce que c'est jamais un copier-coller parfait. Mais franchement, c'est la même chose. Pour autant, j'ai adoré lire ce roman. J'ai même pas regretté d'avoir vu la série avant. J'ai tout aimé. Je sais même pas comment vous décrire à quel point j'ai trouvé ça génial. Je garde juste une citation pour la fin. Donc je vous la lis. Les plus forts sont ceux qui n'ont pas peur d'être seuls, ceux qui savent prendre soin d'eux. Et Beth Harmon nous donne une leçon de vie tout au long du roman. Et on va faire encore un parallèle entre un livre et une série. Mais cette fois-ci, j'ai lu le roman d'abord, et après je vous parle de la série que j'ai regardée à la suite. Il s'agit de Normal People de Sally Rooney. Alors, Connell et Marianne sont les deux personnages principaux de ce roman qui se passe en Irlande. En Irlande de nos jours, on est en 2014, et nos deux personnages principaux, qui sont vraiment l'axe central du roman, et on ne les lâche jamais, on va les voir évoluer sur 5 ans, et on va voir leur passage, on va dire, de la fin de l'adolescence au début de l'âge adulte, du lycée jusqu'à la fin des études. Le roman s'appelle Normal People et c'est très intéressant parce qu'on va nous parler de gens normaux. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce livre. Pas d'aventure, pas de guerre, pas de violence, pas de dragon. Non, rien de tout ça, juste un homme, une femme, une jeune fille, un jeune garçon qui se rencontrent et qui s'aiment moins, qui ont des amis, moins d'amis, qui font des études, plus d'études, qui doutent. Et en fait, c'est vous et moi, c'est notre quotidien. C'est soit notre quotidien quand on a 20 ans aujourd'hui, soit c'est notre passé, comme c'est mon cas. Merci de ne pas le souligner. Et cette simplicité nous rend le roman hyper attachant. Alors tout à l'heure, je crois que j'ai dit 2014, en fait non, l'action se situe entre 2011 et 2015, sur en gros 4-5 ans. Ce roman, c'est aussi un roman d'apprentissage, tout simplement. On les voit grandir et on les voit apprendre, faire des choix. Et en fait, c'est ça qui est le plus difficile dans la vie d'un adolescent, c'est de faire des choix, de tomber, de se tromper, de se relever, de repartir, de refaire. Et c'est exactement ce que nous décrit Sally Rooney. Avec Marianne et Connell, vous avez un autre personnage très important, c'est l'Irlande. On va vous parler de... j'ai oublié le nom de la ville. Sligo. Et puis ils vont quitter Sligo pour aller à Trinity College, donc à Dublin. On passe de la petite ville, de la petite bourgade où tout le monde se connaît et où tout le monde s'épie, jusqu'à la grande ville, la capitale et Trinity College. Vous avez voilà tout ce passage-là, toute cette transhumance, toutes ces actions qui évoluent, ces personnages qui grandissent aussi à travers leur changement géographique. Alors bien sûr, Marianne et Connell, on ouvre le roman et on se dit qu'ils sont faits pour aller ensemble. Marianne vient d'une famille riche et Connell est élevé par une mère célibataire, il n'a jamais connu son père. Et la mère de Connell est femme de ménage chez la mère de Marianne. Donc voilà, on est aux antipodes au niveau social. Et Connell et Marianne se croisent régulièrement lorsque Connell vient chercher sa mère à la fin du travail, à la sortie de son travail de femme de ménage. Et Connell, à contrario, est quelqu'un de très apprécié au lycée. C'est un beau jeune homme, extrêmement intelligent, extrêmement sociable, très apprécié, que toutes les jeunes filles ont envie de séduire.
Et Marianne, pour le coup, est rejetée, assez atypique, totalement brillante, mais pas du tout dans la norme, pas du tout dans le moule, et rejetée. Et ces deux personnalités aux antipodes vont s'aimer. Alors nous lecteurs, on se dit que ça peut pas être autrement, on les voit, on se dit qu'ils sont faits pour être ensemble. La vie n'est pas toujours aussi simple. Ce roman d'apprentissage, c'est l'occasion aussi d'aborder des sujets fondamentaux comme le sexe. C'est un roman qui décrit très bien les relations physiques, comment on se découvre, les choix qu'on fait, les premières fois, jusqu'où on peut aller dans l'excès. Et ça aborde une autre thématique très importante pour la jeunesse, qui est la dépression et le suicide. Voilà, comment est-ce qu'on vit avec les douleurs qui nous arrivent, comment on vit lorsqu'on tombe très bas, et qu'est-ce qu'on peut faire pour repartir, pour se relever. Alors, Marianne et Connell, ils sont pleins de failles, pleins de doutes, et c'est ça qui les rend normaux. C'est ça qui fait la force du roman, c'est cette normalité. J'adore ce titre de Normal People parce que je trouve qu'il est hyper intelligent et assez sous-exploité de nous parler de destins si communs. Le style de l'autrice, il est comme les thématiques abordées, il est normal, il est classique, il est fluide, ça se lit très bien. Vous avez des ellipses parfois très courtes, avec des chapitres qui commencent par 3 jours plus tard, ou alors parfois ça va être 4 mois plus tard. Et de date en date, vous suivez cette évolution avec ces plus ou moins longues éclipses. Parfois on est un peu frustré à la fin d'un chapitre parce qu'il se passe une action et on vous dit 4 mois plus tard « Ah, et qu'est-ce qui s'est passé en fait ?» Et on va le redécouvrir à travers des flashbacks, à travers des déductions. C'est très bien construit, c'est bien écrit. C'est un roman qui a beaucoup de qualité. Et c'est un roman qui a tellement de qualité que ça n'est pas passé inaperçu et qu'évidemment, ça a été adapté en série télé par la BBC. Alors, 12 épisodes de 30 minutes, c'est très agréable à regarder parce que 30 minutes c'est court et ça nous fait des petits temps, un peu comme dans le roman, vous avez, c'est assez morcelé, ça fonctionne bien. Donc moi je l'ai regardé dès que j'ai fini le roman, ça m'a permis de voir si c'était vraiment respecté. Alors comme dans le jeu de la dame, on n'est pas sur du copier-coller, mais quasiment. Le texte de Sally Rodet est vraiment respecté et ça fonctionne super bien aussi en série télé. Tout comme dans le roman, l'écrivaine ne lâche jamais ses personnages, la caméra dans la série ne lâche jamais Marianne et Connell. Alors sur certains épisodes, vous aurez plus Marianne, sur d'autres plus Connell, mais ils sont vraiment les pièces maîtresses, les pivots de toute cette histoire, et ça fonctionne super bien. C'est très bien rendu, c'est très juste, c'est une série qui est pleine de douceur, et voilà, ça change, on voit souvent les mêmes séries, alors soit les séries policières, soit les séries d'action, et là vous avez une série où il se passe quasiment rien, juste deux adolescents qui apprennent à grandir, et c'est hyper beau. Ce que j'ai trouvé magnifique aussi, c'est la musique. Dans cette série, plutôt que de noter comme dans le livre 3 mois plus tard ou 4 jours plus tard, ils font des sortes d'ellipses où on voit les personnages que sont Marianne et Connell à différents moments de leur vie, mais sans parole, avec juste une musique en fond. Oh, ça fonctionne hyper bien, ça fait des ellipses très douces, très calibrées. Oh, j'ai trouvé ça vraiment bien vu. Pour terminer, pour vous parler de cette série, je voudrais juste aborder un point que j'ai trouvé très intéressant. C'est que cette série parle beaucoup aussi de sexe, donc comme dans le roman. Et rendre le sexe à l'écran, c'est très compliqué. Surtout que lorsqu'on parle d'adolescents, ils sont très jeunes au début du roman, ils ont 16-17 ans. Comment est-ce qu'on fait pour rendre à l'image et j'ai trouvé ça merveilleux de la part de la BBC d'avoir engagé une coordinatrice d'intimité. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est normal. Cette profession a été inventée pour cette série. Parce que, après MeToo, après Weinstein, etc., il n'était pas question de mettre mal à l'aise ces deux jeunes gens qui vont devoir se dénuder. Il y a des scènes où on les voit vraiment nus tous les deux. C'est compliqué. Comment on gère ça quand on est de jeunes acteurs ? Et du coup, ils leur ont mis une coordinatrice d'intimité. Et les acteurs, quand ils en parlent, ils remercient vraiment les producteurs d'avoir fait ça. Ça leur a rendu la vie plus facile. Ces deux acteurs sont d'ailleurs absolument merveilleux. Ils incarnent très bien Marianne et Connell. Ils ont les physiques parfaits pour. Ils sont beaux, mais pas trop. On sent une alchimie entre eux. Ça fonctionne hyper bien, jusque dans les scènes les plus difficiles à tourner. Donc en ça, bravo à la BBC. C'est une très belle idée.
Et puis, je trouve que ça souligne encore plus une partie très forte du roman. En tout cas, moi, en tant que mère et que femme, ça m'a touchée. C'est de présenter ce jeune homme, Connell, qui est juste un jeune homme normal, j'y reviens, mais surtout plein de bienveillance envers les femmes. Il est tout le temps en train de poser des questions, de savoir s'il a le droit de faire ça, d'essayer de comprendre. Donc vous avez à l'extérieur des gens qui respectent les jeunes acteurs, et à l'intérieur du roman, on vous propose enfin un jeune homme sain d'esprit, qui respecte les femmes. Moi, pendant toute la lecture du roman, j'arrêtais pas de me dire que quand ma fille elle serait grande, j'aimerais trop qu'elle tombe amoureuse de ce garçon. Oui, ça existe aussi, les garçons qui sont pas violents, qui sont pas des violeurs patentés, qui mettent pas de la drogue dans les verres, comme on voit dans moult séries télé. Non, juste un garçon bien. Et franchement, ça fait du bien au moral. Voilà, j'espère vous avoir bien présenté ces romans. Vous avez vu, il y a plusieurs genres, mais ce sont des jolis romans, avec des qualités littéraires très différentes, avec des contenus très différents, mais que j'étais ravie de vous présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous savez ce qu'il faut faire. L'algorithme YouTube et moi-même, on vous en est reconnaissant. À bientôt! Quoi? Quel enthousiasme. Oui, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Mais pour avoir vu les deux séries, la série Sex Education aborde des thématiques va bien plus loin, c'est bien plus fort, mais paradoxalement à l'image, tu vois beaucoup moins. Parce que là, les deux jeunes dans Normal People, ils sont à poil, c'est dur, hein. Enfin, c'est vraiment des scènes de sexe, quoi. Faut les faire.